Dans ce pachydermique épisode de Mythbusters, nos héros affrontent les forces de la nature et le regrettent amèrement. Adam et Jamie fusillent un adage vieux comme le monde. Tu veux ma peau? Ils raniment les morts. Il vit! Ils ne reculent devant aucune méthode pour vérifier s'il est vraiment si facile de tirer sur un poisson dans un tonneau. Quant à Carrie, Tori et Grant, ils risquent leur vie et leurs lèvres dans une quête à vous retourner l'estomac à la recherche du meilleur remède contre la nourriture épicée. Je brûle! Puis nos deux amis essaient de voir si les éléphants ont vraiment peur des souris. On dévoile la souris et c'est la panique. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage C'était génial! et Jamie Heineman. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Lève-toi et marche. À leur côté, Grant Imahara, Danger, danger. Tori Belleci Ça devient dangereux. On adore. et Carrie Byron. Quel massacre! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, Je commence à sentir la pression. ils les mettent à l'épreuve. Est-ce que tirer sur un poisson dans un tonneau est aussi facile qu'il y paraît? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Nous avons un proverbe, un adage, un dicton. D'accord, et quel genre d'adage? Je te donne un indice. Il s'agit d'une chose très facile. C'est du gâteau. Non, réessaie. Voler sa tétine à un bébé. Jamais essayé, mais non. Oh, tirer sur un poisson dans un tonneau. Bravo. Super! Si on a le temps, on pourra aussi essayer de voler sa tétine à un bébé. Si tu y tiens. Jamie et Adam ne seront pas les premiers à démolir un tonneau innocent. Mais ils pourraient bien être les premiers à s'en servir comme cible à poisson. Ça me paraît étrangement simple. À part qu'on ne peut pas utiliser de poissons vivants au risque d'avoir la SPA sur le dos. Il suffit d'aller acheter un poisson au marché et je me charge de le faire revenir à la vie à ma manière. Bonne idée, quoique un peu macabre. Et une fois chez le poissonnier, Adam entre dans un univers inconnu. Le poisson, il l'apprécie surtout en bâtonnet surgelé. Regarde, il y a des fentes pour mettre les mains. C'est super, ça peut servir de moufle. Jamie et Adam doivent tout d'abord se mettre d'accord sur une espèce qui représente bien toute la classe des poissons. Il est magnifique. Salut Jamie, tu veux ma peau? J'ai déjà animé un poisson pour leur faire ça. C'est vrai? Oui. Sauf que c'était une truite, une grosse. Aujourd'hui, pas de truite. Mais ils vont installer un petit moteur dans leur poisson pour le faire bouger comme s'il était vivant. Enfin, c'est ce qui est prévu. On a des petits poissons, des moyens et un gros très beau. Ça devrait nous permettre de savoir assez précisément s'il est facile ou pas de tirer sur un poisson dans un tonneau. De retour au QG, Jamie modifie un moteur électrique pour réanimer sa prise du jour. J'ai installé une manivelle décentrée avec une corde à piano qui passe dedans et un morceau de tube de cuivre soudé par-dessus. Pour créer son Frankenfish, Jamie, le génie maléfique, remplace ensuite les entrailles par un moteur. Je vais vider et installer le moteur à la place de ces boyaux. Les piles risquent de ne pas être assez puissantes pour faire bouger le poisson. Mais Adam est plutôt du genre à voir le tonneau à moitié plein. C'est super! Il s'est tout de suite mis à nager. Il ne flotte pas assez. Il est magnifique. On dirait que ça marche. Lorsqu'un poisson meurt, sa vessie natatoire cesse de fonctionner. Jamie rajoute donc un morceau de plastique pour lui permettre de flotter. On est quasiment prêt. Le tonneau rempli d'eau est installé dans notre chambre par balle. Et dans quelques instants, je vais y plonger le Frankenfish de Jamie. Il va monter à l'échelle armé d'un pistolet 9 mm et pour la première fois dans l'histoire de la télévision, vous allez assister au canardage d'un poisson dans un tonneau. Jamie est armé de son fidèle pistolet 9 mm. Il vise et appuie sur la détente. Il
Il a percé le tonneau, mais il a surtout manqué sa cible. Cet ex-poisson n'a pas une égratignure supplémentaire. Tu vois un impact? Je ne vois rien. Il bougeait encore. Oui, donc tu n'as pas touché le corps. Et tout bien réfléchi, un poisson est surtout constitué d'un corps. Frankenfish marche à la perfection. Il est en pleine forme et je l'ai loupé. Ça peut être parce que l'eau était très trouble, que la lumière était mauvaise ou qu'il y avait beaucoup de particules. Mais le fait est que ce poisson a évité une balle à bout portant. C'est censé être la chose la plus facile au monde, mais Jamie a échoué. Adam est prêt à faire tout le nécessaire pour lui faciliter la tâche. Une couche de peinture blanche et 2 hublots devraient éclaircir la situation pour Jamie et la caméra. Il faut qu'on voit ce qui se passe dans l'eau. J'ai donc découpé 2 hublots pour donner une meilleure vision. Je passe la tête par le fond du tonneau et on pourra aussi voir par le côté. Cela paraît simple, mais c'est tout le contraire. Il faut aussi se souvenir que le petit 9 mm de Jamie s'est montré assez puissant pour percer un trou dans le tonneau. Personne n'a oublié ce qui s'est passé la dernière fois que nous avons mitraillé un réservoir plein d'eau dans l'atelier. Les souvenirs en cascade. Enlevez les bouchons. Tout ce qu'ils ont réussi à prouver, c'est qu'il vaut mieux faire ce genre d'expérience en extérieur. Plutôt que d'inonder l'atelier, on va transporter tout notre matériel dehors, à un endroit qu'on pourra inonder sans crainte. Et avec un peu de chance, ils toucheront la cible. Quel est le meilleur moyen d'éteindre l'effet dévastateur d'un piment très épicé? Tourne. Vas-y. Attends. Pas par là. Qu'est-ce que vous faites? Tu aimes la nourriture épicée? Non, j'ai horreur de ça. Quel est le rapport avec la piñata? Les piments. Nous devons tester le meilleur remède contre la nourriture épicée. Nous l'avons tous fait et nous l'avons tous regretté, ce qui ne nous empêchera pas de recommencer. Quel est le meilleur remède pour contrer l'effet incendiaire des piments? Tori et Grant vont sacrifier leur langue pour vous donner la solution. Nous avons des piments et toute une gamme de remèdes mythiques envoyés par nos fans. Nous n'avons plus qu'à voir lequel est le meilleur. Enfin, quand je dis nous, je veux dire vous deux, parce qu'il faut que j'organise le test scientifiquement. Mais lorsqu'on a la bouche en feu, rien ne vaut un verre de lait. On va essayer. Mais il y a beaucoup d'autres remèdes bien plus inattendus. Par exemple, De l'eau, de la bière, du dentifrice, du wasabi, de la vaseline. de la vaseline, ça se mange. Pour gagner la guerre, la connaissance de l'ennemi est primordiale. Dave DeWitt a écrit une 30aine de livres sur la nourriture épicée. Il comprend donc vos souffrances. C'est une réaction chimique. La bouche contient des papilles gustatives et aussi des récepteurs de capsaïcine, qui est la substance qui rend les piments épicés. Les molécules de capsaïcine des piments réveillent des récepteurs dans la bouche. Ces mêmes récepteurs enregistrent également la douleur due à la chaleur. C'est pour cela que vous avez la sensation d'avoir la langue en feu. Nous allons faire nous-mêmes le test. Mais un doute me tenaille. Est-ce qu'on peut mourir d'avoir mangé un piment trop épicé? Ce n'est pas impossible. On peut mourir de suffocation. Pourquoi? Parce qu'une consommation trop importante bloquerait vos poumons. Complètement rassuré, Grant rapporte ses piments à la cuisine des Mythbusters. Carrie lui choisit son bourreau. Les habaneros sont beaucoup trop forts et j'ai l'impression que Grant va se montrer assez sensible. Je commence donc doucement avec le jalapeno, un classique. Je coupe les queues et je mixe tout le reste, y compris les pépins et la peau. Carrie choisit son piment le plus doux. L'inquiétude est forte concernant le cobaye numéro 1, c'est-à-dire Grant. Grant n'aime pas la nourriture épicée, il n'en mange jamais. Il va être servi. Zut, c'est plus fort que je ne le pensais. Inconscient des dangers qui les guettent, Grant et Tori mettent l'ambiance. C'est pour oublier les douleurs des piments. C'est la fête. Ils enfilent leurs costumes.
sombrero, bottes et cartouchière. C'est un combat à mort qui s'annonce entre les piments du diable, l'arbitre de feu et ces deux idiots. Vas-y, bouffe ce piment. S'il existe quelque chose de plus utile, de plus amusant ou de plus fascinant qu'un tonneau, je ne sais pas ce que c'est. Adam et Jamie s'attaquent à un mythe jamais testé jusque-là. Il paraît que rien n'est plus simple que de tirer sur un poisson dans un tonneau. Nous avons appelé l'auteur du dictionnaire des proverbes américains. Mais même lui n'a pas pu nous éclairer sur l'origine de cet adage. Jusqu'au début du XXe siècle, c'était le moyen le plus simple d'entreposer le poisson. Ils étaient salés et empilés dans des tonneaux. Oui, mais ça ne nous dit pas s'il s'agit de tirer sur un tas de poissons empilés dans un tonneau ou sur un poisson vivant dans un tonneau rempli d'eau. Il n'y a pas de réponse. Quel que soit le point de vue, c'est assez débile. Mais ça ne nous a jamais arrêtés jusqu'ici. Jamais. C'est vrai. Après un premier échec, ils vont recommencer l'expérience en extérieur dans l'espoir d'obtenir un résultat plus probant. Adam met le tonneau en place et Jamie fait revenir sa cible à la vie. Il vit! Attends une seconde. Je suis désolé, mais si tu veux te la jouer à la Frankenstein, il faut le faire comme ça. Il vit! Comme ça. Tu peux le faire? Allez, essaye. Non. Avec moi. Je l'ai déjà fait. 1, 2, 3. Allez! Pas question. Je sais, tant pis. Adam a le bagout, mais Jamie a le pistolet. Un hublot et une couche de peinture blanche permettront-ils à Jamie de prendre l'avantage sur un poisson mort? C'est n'importe quoi. Jamie sait ce qu'il a à faire. Mais quelle est sa motivation? C'est Noël. Et tu veux acheter un cadeau à ta femme. Imagine que ce poisson est ton ancien directeur commercial et qu'il est parti avec la caisse et ta secrétaire. Éclate-le. Une balle 9 mm dans Frankenfish dans 3, 2, 1. Il bouge encore. Cette fois-ci, Jamie a fait mouche juste sous un œil. Adam est aux anges. Jamie a réussi à toucher Frankenfish, mais pas là où il visait. Et la victime bougeait encore lorsqu'on l'a sorti de l'eau. Je vais tenter ma chance pour essayer d'abréger ses souffrances. C'est un beau poisson, ça. Adam gravit l'échelle de la mort, il vise et touche le poisson. Je l'ai tué! On a touché le poisson 2 fois sur 2. Si le poisson est assez gros, c'est plutôt facile. Mais si le poisson est beaucoup plus petit? Le mythe ne spécifie pas la taille du poisson, donc Adam prépare des petits leurres en plastique. C'est l'arbre de Noël des poissons morts. Le choix des armes bénéficie de la même latitude. C'est le moment de sortir l'artillerie lourde. J'ai 9 cartouches de gros calibre, et si je me débrouille bien, je toucherai 9 poissons. Ils pendent 6 présentoirs à poissons sur le bord du tonneau. Puis Jamie, l'Attila des poissons, entre en scène. 3, 2, 1. Je n'ai pas reçu une goutte. Et toi? Super, Adam. Peu importe que le matériel hors de prix soit inondé, tant que tu restes au sec. Le décompte des victimes se déroule à l'ancienne. C'est l'heure de vérité. Mais curieusement, le tireur d'élite semble n'avoir rien touché. Je ne vois aucun impact. Ici non plus. Enfin, une lueur d'espoir. J'en ai un. C'est bien. Oui, pile dans l'œil. C'est là que je visais. Tu lui as fait exploser l'œil. Tu visais des poissons dans un tonneau. Et même si ton pourcentage de réussite est assez faible, tu as bien touché des poissons dans un tonneau. Mais Jamie n'a touché que 3 cibles sur 30. Ce faible pourcentage de réussite confirme-t-il ou infirme-t-il le proverbe?
Ce n'est pas très impressionnant, mais je ne pense pas que le reste des poissons se sentent très en forme. Ils ont peut-être été tués par l'onde de choc. Ah, c'est vrai. Mais revenons à l'Hacienda, où Grant et Tori s'apprêtent à saliver pour la science. J'ai encore trouvé un moyen de m'humilier pour l'émission. Carrie a mixé une petite sauce au piment jalapeños. Les remèdes potentiels suggérés par les téléspectateurs vont de la bière au dentifrice en passant par la vaseline. De la vaseline dans la bouche? C'est une blague? Pas question. Mais c'est le cadet des soucis de Grant. C'est une situation intéressante pour moi. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi épicé. Ni jamais autant de piment d'un coup. Alors j'espère que ma tête ne va pas exploser. Il va peut-être avaler ça sans aucun souci, ou bien tomber par terre en position fétale et pleurer comme un bébé. Les experts affirment que les produits laitiers offrent le baume le plus efficace. Selon leur théorie, la crème des produits laitiers aide à neutraliser la douleur de la capsaïcine. On dit aussi qu'une substance trop riche en eau n'a aucun effet. Ils choisissent donc le lait comme remède de base. On va faire comment? On va commencer par du lait entier. C'est une méthode éprouvée pour soulager la sensation de brûlure et on sait qu'elle marche. Vous allez mettre une demi-cuillère à café de purée de piment dans votre bouche, vous la mâchouillez pendant 10 secondes, puis vous la recrachez. Crachez. Ensuite, vous attendez 30 secondes. Et vous prenez le remède. Lait. Vous allez noter l'efficacité du traitement de 1 à 10. Le lait aura une note de 5, donc les autres seront comparés par rapport au lait. Quel que soit le soulagement apporté par le lait, ce dernier obtient un 5 sur une échelle de 1 à 10. Si un produit se montre plus efficace, il aura entre 6 et 10. J'ai pas besoin de lait. C'était pas si pimenté. Mais il y a un problème. Si Grant donne l'impression d'avoir avalé un seau d'arsenic, Tori n'a même pas froncé un bout de sourcil. Je ne sais pas pourquoi les jalapeños ne me font qu'un effet. C'est vrai que je mange souvent épicé. Ce qui n'est pas le cas de Grant. Le lait m'a paru plutôt efficace. Mais je ne vois pas comment on peut avoir plus mal. J'espère ne jamais avoir à refaire ce genre d'expérience de toute ma vie. Pas de chance, ça ne fait que commencer. Mais Grant pourra faire l'impasse sur le nouveau mélange de piment habaneros, amoureusement concocté par Carrie juste pour Tori. On dirait du napalm, ce truc. Pour mieux comprendre, il faut savoir que le poivron est à 0 sur l'échelle de Scoville, qui compare le piquant des piments. Le jalapeno est noté entre 2500 et 10 000, et le habanero entre 80 000 et 300 000. Quant au bujolokia, le piment le plus fort du monde, il atteint 1 million. Tori devrait maintenant éprouver la même sensation de brûlure que Grant. Lorsque cette brûlure apparaît, nous nous précipitons presque tous sur notre verre d'eau. C'est une théorie très simple. Vous éteignez l'incendie avec de l'eau. Grant et Tori enfournent, puis recrachent leur poison pimenté. Vous devez attendre 30 secondes avant de boire votre eau. La douleur augmente à chaque seconde qui passe, et cette fois-ci pour tous les deux. L'eau se révélera-t-elle plus efficace que le lait? Allez-y. Je mettrais 3. La douleur revient dès que l'eau est passée, contrairement au lait. Disons 3,5. L'eau n'est donc pas terrible. Mais grâce à l'imagination débordante des internautes, le pire est encore à venir. La pêche est un passe-temps très répandu. Mais Adam et Jamie ont remplacé la canne et le moulinet par des armes à feu. Non sans une certaine dose de succès. Je l'ai tué! Ils ont canardé des petits et des gros poissons au pistolet et au fusil à pompe. Mais Jamie a une idée explosive.
S'inspirant de la pêche à la dynamite, il pense que l'onde de choc générée par les balles dans le tonneau pourrait être tout aussi fatale aux poissons. Je pense que ton intuition est correcte. Ce ne sont peut-être pas les balles qui tueront les poissons, mais l'onde de choc. On devrait installer des détecteurs dans le tonneau pour vérifier. Je vais demander à un ichtyologue comment les ondes de choc affectent les poissons. Ça marche. On se retrouve ici. Une explosion soudaine cause une augmentation et une baisse rapide de la pression. Jamie pense qu'un seul de ces phénomènes a de quoi transformer les poissons en friture. Adam va donc en demander confirmation à Bart Shepherd, qui dirige un aquarium. Un poisson serait-il sensible à une onde de choc causée par une balle? Très. Les poissons ont un système de lignes latérales très sensible à ce genre de variation de pression. Ils s'en servent pour l'orientation et pour la communication. Est-ce que vous pensez que si nous tirons une balle de pistolet ou de fusil dans un tonneau, ça tuerait tous les poissons de ce tonneau? Je pense qu'il y aurait des traumatismes sur les branchies. Elles sont très sensibles et elles s'affaisseraient, ce qui ferait éclater tout leur vaisseau sanguin. Il y aurait aussi des dégâts aux yeux. Ça peut tuer un poisson? Au moins le blesser. Mais si l'explosion est assez puissante, ça peut très bien le tuer. Cela confirme la théorie selon laquelle il n'est pas indispensable de toucher le poisson pour le tuer, ce qui facilite les choses. Mais comment mesurer la pression? Et si on utilisait les détecteurs de pression autocollants? C'est marrant. On en vient à chaque fois à les utiliser quand on veut le maximum d'efficacité pour évaluer les dégâts. Parfait. On va les fixer sur le tonneau et faire un nouvel essai. Ces autocollants sont principalement utilisés par les services postaux pour vérifier si un paquet a été malmené. Ils mesurent la pression en G. On a 50, 75 et 100 G, c'est-à-dire respectivement blessure, blessure mortelle et mort. Mais dans ce test, même si le 50G est le seul qui se déclenche, je pense que ça confirmera que le poisson a subi de gros dommages. Il fixe 3 autocollants de valeurs différentes sur une plaque métallique qu'il plonge dans l'eau. Si l'explosion déclenche même le plus sensible des autocollants, Jamie pense que cela signifierait la mort des poissons. Test de détecteur de choc, pistolet 9 mm, 3, 2, 1. La balle fait d'emblée une première victime, la bonde du tonneau. Mais ce n'est pas le plus important. On dirait que ça a déclenché les 3 détecteurs. Oui. On peut voir du rouge sur les 3. Les 2 premiers ont plus réagi, mais le vert s'est déclenché aussi. Les petits points rouges indiquent que les détecteurs se sont mis en marche. Ça signifie que ça n'est même pas la peine de viser le poisson. Il n'y a qu'à ouvrir le feu. Ça manque un peu de finesse. Le mythe est définitivement confirmé. Même lorsque Jamie n'a touché que 3 poissons sur 30, les 27 autres ont filé tout droit au paradis des leurres en plastique. Ça ne s'est pas vraiment déroulé comme je le pensais, mais l'expression me semble bien confirmée. Parce que tu crois qu'on va s'arrêter là? Tu comptes aller au bout de toutes les possibilités? Qu'est-ce que t'en penses? Il pense ce que nous pensons tous. Jamie veut un bouquet final explosif. Au mépris des dépenses, Jamie veut clore définitivement ce mythe, dans le plus pur style Mythbuster. Wow! Tori et Grant risquent leur langue et leurs lèvres pour tester le meilleur baume au bain de bouche de piment. Jusqu'ici, ils ont découvert que le lait entier est plus efficace que l'eau du robinet. Ils attendent une journée entre chaque essai pour que leur papille gustative ait le temps de se remettre. C'est maintenant au tour de 2 remèdes qu'ils sont très pressés d'essayer, la bière et les alcools forts. Nous pensons que la bière et l'alcool dissoudront la capsaïcine plus efficacement que l'eau. Malheureusement, la science ne confirme pas cette théorie, car la bière contient surtout de l'eau. C'est un remède très commun. Au restaurant, on prend souvent une bière avec son repas. Comme d'habitude, les cobayes conservent le piment dans la bouche pendant 10 secondes. Attendent 30 très longues secondes. C'est fort. Puis sautent sur leur boisson. Je peux en avoir une autre?
Vous donnez quelle note? Qu'est-ce qu'on a mis pour l'eau? 3. Je dirais pareil. C'est aussi bien que le lait? Je dirais 4. Les spiritueux sont environ 8 fois plus forts que la bière. Si ce chiffre est exact, la tequila devrait être 8 fois plus efficace que la bière. Mais Tori a des doutes. La tequila brûle la gorge. Donc ça risque d'amplifier la sensation de brûlure et de l'intensifier. Tori aurait dû suivre son instinct. Tu donnes quelle note? De 1 à 10. Ça l'intensifie. De 1 à 10. Moins 20. Mais les deux testeurs ont gardé la tequila dans la bouche avant d'avaler. Une fois l'engourdissement venu, ils revoient leurs notes. Tori lui donne 4 et Grant 3. La tequila marche aussi bien pour les piments que pour le chagrin. Ça ne fait que l'adoucir un peu. Regardez-les. Ils vous semblent normaux? La tequila était le dernier des remèdes que nous appellerons conventionnels. Après une nuit de repos, Carrie sort de son chapeau le premier remède douteux. Le gel dentifrice contient plus de sucre que l'alcool. Vous le mettez sur le bout de la langue et ça devrait rafraîchir toute votre bouche. Tori et Grant espèrent que le dentifrice ne sera pas une nouvelle torture, mais cela semble improbable. Ça brûle. C'est comme mettre du tabasco sur une plaie. T'as essayé? Non, et toi? Non. Ça doit être moi alors. Ça n'a pas soulagé la douleur, au contraire. Ça ne marche pas du tout. Le dentifrice? Le dentifrice est plus à sa place dans la salle de bain que dans la salle à manger. Un autre composant inhabituel de vos repas, la vaseline. On ne sait pas exactement pourquoi c'est censé marcher, mais ce serait un vrai miracle. À mon avis, ça va leur donner la nausée et ils risquent de vomir. Très encourageant. Carrie a gardé les deux meilleurs, ou pire selon le point de vue, pour la fin. Les éléphants ont-ils vraiment peur des souris? Quand on souffre de musophobie, on a peur de quoi? Un indice, c'est l'une des phobies les plus répandues. Peur des museaux? Non, c'est la peur des souris, le sujet de notre prochain mythe. Dis-moi tout. Selon ce mythe, les humains ne sont pas les seuls à avoir peur des souris. C'est aussi le cas des éléphants. Ils ont une peur panique des souris. Comme dans les dessins animés. Exactement, sauf qu'on va tester ça en vrai. C'est la version animale de David contre Goliath. Mais est-ce vraisemblable? Le plan me paraît simple. Tu nous l'expliques? On met des éléphants et des souris face à face et on voit ce qui se passe. Voilà, il y a un cirque pas loin. Je ne veux pas un éléphant de cirque, ils sont dressés. Je veux un éléphant sauvage. Voyons où trouver des éléphants à l'état sauvage. En Afrique! Partons pour l'Afrique. Lors de leur dernier voyage en Afrique, ils ont risqué leur vie pour tester le mythe de la cage à grands requins blancs des dents de la mer. Cette fois-ci, l'expérience sera largement moins dangereuse. Nous sommes à la réserve sauvage Wilkey, où ils ont non seulement des souris, mais aussi toutes sortes d'animaux. À en croire la pancarte, attention aux serpents. Bonjour Margot, Adam, enchanté. La ménagerie de Margot fait frémir Adam. Mais est-ce qu'un éléphant adulte aura la même réaction devant une souris? Nous aimerions utiliser vos souris dans le cadre d'une expérience. Bien sûr, par ici. Dans le seau? C'est dur d'imaginer qu'un si petit animal puisse terrifier l'un des plus grands mammifères du monde. On va le vérifier. Le cobaye, un éléphant d'Afrique. Voici nos éléphants. Ils sont semi-domestiqués. C'est pour cela que j'ai le droit de m'approcher d'aussi près. Avec des éléphants sauvages, ce serait très dangereux. Revenus à l'abri dans leur voiture,
Adam et Jamie doivent décider comment amener les minuscules rongeurs assez près des éléphants. Les éléphants sont là-bas. On a leur ennemi mortel entre les mains. Comment faire approcher les souris? Au lance-pierre. Non, sérieusement. On doit improviser un système de dévoilement de souris pour faire paniquer les éléphants. Qui dit éléphant dit fiente d'éléphant. On la creuse, on y place la souris et on la fait sortir à distance. C'est super, du pur MacGyver. Partons à la recherche de fientes d'éléphants. D'accord. MacGyver et les fientes d'éléphants? J'ai dû rater cet épisode. Va par là, moi je vais là. Attention au lion. D'accord. En cachant la souris dans des déjections d'éléphants, les Mythbusters sont sûrs que les souris seront le seul facteur capable d'effrayer les pachydermes. Leur quête de la fiente idéale devrait être fructueuse. On est en Afrique, c'est formidable. Derrière moi, vous pouvez voir un Jamie sauvage dans son environnement naturel. Si je ne me trompe pas, il est en train de chasser l'excrément. Il ne faut faire aucun bruit, ils sont très dangereux s'ils se sentent provoqués. Voyons ce qu'il fait. Oh, il s'est caché. Adam, j'ai trouvé! Voilà pour la fiente. Adam n'a plus qu'à concocter le système de dévoilement de souris. Au fil des épisodes, nous avons élaboré des systèmes assez complexes. On s'est échappé d'Alcatraz sur un canot fait en imperméable. On a reproduit une fusée en pièces de plomberie. On a même reproduit le rayon de la mort d'Archimède avec 309 miroirs. Mais là, on n'est pas dans la même dimension. Je vous explique. On prend une fiente d'éléphant et une souris. Celle-ci est en plastique pour la démonstration. On la met dans le trou, on referme avec du carton, on pose le tout à un point de passage des éléphants, on se cache plus loin et on attend au bout du fil. Lorsque l'éléphant approche, on dévoile la souris et c'est la panique. Espérons qu'il va se laver les mains. Mais avant de commencer, Jamie et Adam se plongent dans leurs souvenirs. Ce mythe semble être né au début des dessins animés. C'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. En fait, tu te trompes. La première mention de ce mythe date de l'an 77 de notre ère. Voici une citation de Pline l'Ancien. L'éléphant craint la souris plus que toute autre créature. S'il en voit une ne serait-ce que toucher le fourrage de son enclos, il le rejettera avec dégoût. Les éléphants étaient très populaires dans les cirques romains. Et Pline l'Ancien a eu de nombreuses occasions d'en observer. Voyons si Pline avait raison. Pline l'Ancien. La réputation de Pline l'Ancien est en jeu. Il est temps de commencer. On a choisi une zone dégagée de manière à voir ce qui se passe. Nous savons qu'il y a de la nourriture dans cette direction et nous espérons que les éléphants passeront par là pour y aller. Au moment stratégique, on laissera la souris sortir de la fiente et on observera le résultat. Adam, tu as fini? Je suis prêt. Il ne reste plus que des prédictions. Assez prévisibles. À mon avis, c'est comme si on apercevait une mouche par terre. Elle est si petite qu'on ne la remarque même pas. Je ne vois pas du tout pourquoi un éléphant aurait peur d'une souris. Sincèrement, je n'ai pas de très gros espoir pour ce mythe. Tous les avis convergent donc vers la solution la plus raisonnable. Le test peut commencer. L'éléphant s'approche en toute innocence de la fiente de l'enfer. Adam et Jamie se préparent à le voir continuer tranquillement, mais tout à coup, l'éléphant recule. Les Mythbusters en restent bouche bée. C'est un scénario classique de Mythbusters. On espérait sans trop y croire que la souris ferait peur à l'éléphant. Et ça a marché. Ça nous a complètement étonnés, parce que c'était on ne peut plus clair. La souris est apparue et l'éléphant s'est arrêté d'un seul coup avant de reculer tout doucement, comme si la souris représentait un danger mortel. On n'aurait jamais cru que ça arriverait, mais on avait tort. En effet, ils avaient tort. Mais avec un résultat aussi étonnant, ils ne peuvent pas en rester là.
Grant ont courageusement sacrifié leurs papilles gustatives pour tester des remèdes supposés contre un repas trop épicé. Ça n'a pas soulagé la douleur, au contraire. Pour l'instant, le lait s'est révélé le plus efficace. Les 2 derniers remèdes ressemblent plus à de la torture qu'à un soulagement. Pour commencer, de la vaseline. Il y a un poil dans ma vaseline. La vaseline étant une graisse minérale, cela pourrait marcher. Mais curieusement, il n'arrive pas à se faire à la texture ou à la saveur. Ça marche pas. C'est juste mauvais. Tori lui donne 2 et Grant 1, soit 4 points de moins que le lait. C'était dégoûtant. Ça correspondait totalement à mes attentes, qui étaient nulles. Il n'y a donc aucune solution en vue, à moins qu'il ne soit possible de vaincre le feu par le feu. Place au wasabi. Ma prévision, de la douleur, en grande quantité. Pour ce dernier test, Carrie prend les victimes une par une. Tori observe son camarade avec inquiétude. Et la bouche? J'en oublie le piment. Tu mets quelle note au wasabi? Je dirais moins 10, moins 100. Des mots très forts de la part d'un homme qui a visiblement atteint ses limites. C'est maintenant à Tori de découvrir les siennes. C'est sympa. Ça fait un mix mexicano-japonais. Tori ne se contente pas de donner un 3 au wasabi. Il en redemande. Alors, le wasabi? Une bonne surprise de ce côté et un cauchemar de l'autre. J'y crois pas. Je sais, c'est bizarre. On ne discute pas des goûts et des douleurs. Mais les 2 cobayes sont d'accord sur un point. Rien ne vaut le lait entier pour soulager les brûlures du piment. Ce mythe épicé est donc bidon. Adam et Jamie viennent d'assister au résultat le plus inattendu de l'histoire de l'émission. Il semblerait que les éléphants ont vraiment peur des souris. C'est incroyable. L'éléphant a évité la souris. Il l'a vue et il a reculé pour faire un grand détour. Leur étonnement est si grand qu'ils décident de faire un nouvel essai. C'est un résultat incroyable. Je n'en reviens pas. Ça vient peut-être du mouvement de la fiente et pas de la souris. On devrait essayer sans la souris. D'accord, ça me va. Je la remets dans son seau et on recommence. Ils soupçonnent que c'est le mouvement et pas la souris qui a effrayé le pachyderme. Pour le 2e essai, ils vont essayer la même manœuvre sans la souris. Cette fois-ci, l'éléphant a continué comme si de rien n'était. Le mythe serait-il véridique? Il n'a eu aucune réaction quand j'ai retourné la fiente et je crois que j'ai eu exactement le même timing que tout à l'heure. Pour moi, c'est clair. Les éléphants ont peur des souris. J'avais déjà eu tout faux pour le premier test, parce que je pensais que l'éléphant ne réagirait pas à la souris. Ensuite, j'étais persuadé que ça venait du mouvement de la fiente. On a donc fait un autre test, mais cette fois-ci, l'éléphant n'a rien remarqué. C'était donc forcément la souris. Partant du principe que toute expérience peut être reproduite, ils vont donc recommencer le premier test pour voir si le résultat est toujours aussi surprenant. Voyons ce que ça donne. Pour la dernière fois, les éléphants approchent. Et bingo! David a une nouvelle fois raison de Goliath. Il fait vraiment la différence entre la souris et la fiente. Le résultat ne me faisait pas peur. Je suis toujours ravi d'avoir tort. Je suis surtout très étonné de finir ma journée avec un résultat auquel je ne croyais pas du tout. Quand j'ai découvert ce mythe, je l'ai placé dans la même catégorie que le proverbe « quand les poules auront des dents ». Mais voilà, ça marche. L'éléphant n'a pas paniqué, mais la souris l'a quand même fait reculer. C'est ce petit grain de vérité qu'on recherche toujours dans les mythes. Et aujourd'hui, on l'a trouvé. C'est le moins qu'on puisse dire. La souris est saine et sauve malgré tous les efforts de Adam et les éléphants ne demandent qu'à oublier ce traumatisme. Le temps de la conclusion est venu. Qu'est-ce qu'on en dit? Ce n'était pas la panique, comme dans les dessins animés où l'éléphant est mort de peur à la vue de la souris. Mais vu la prudence manifestée par l'éléphant devant la souris, je dirais que le mythe est plausible. Je suis d'accord. Qu'est-ce que t'en penses?
Salut. Conclusion, mythe plausible. Adam et Jamie ont montré à quel point il était facile de tirer sur un poisson dans un tonneau. Wow! Ils auraient même pu confirmer ce mythe les yeux fermés. L'onde de choc suffit à elle seule à sonner le glas des poissons. Ça signifie que ce n'est même pas la peine de viser le poisson, il n'y a qu'à ouvrir le feu. Mais il vaut toujours mieux finir en beauté. Jamie décide donc de pousser ce mythe à sa limite. Son plan est si secret que même Adam ne sait pas ce qui se trame. On est où? Ici. Qu'est-ce que c'est? Ne bouge pas, je reviens. Jamie a décidé de se faire plaisir. Un petit tête-à-tête avec une arme de très gros calibre. N'importe quoi. Les munitions sont gratuites. Et c'est une bonne chose. Wow! Cette mitrailleuse Gatling crache 3000 coups à la minute, soit 50 balles par seconde. Je ne suis pas Sherlock Holmes, mais je soupçonne fortement qu'une arme à feu a été utilisée près de cette voiture. Oh, bon sang. Regarde derrière. Tu l'as quasiment coupé en deux. Jamie vient de se défouler sur un vieux tonneau en tôle. On dirait de la dentelle. On essaie avec des poissons? Oui, changeons de tonneau et mettons des poissons. Avance, t'es payé à l'heure? La ferme. Je vais te mettre sur le tonneau et je le démolirai sous tes pieds. Adam prépare le tonneau et Jamie fournit la victime. Un bar d'1 mètre de long tout droit sorti de la poissonnerie. On a un tonneau neuf, un superbe poisson et la plus grosse arme jamais utilisée dans l'émission. Nous tenons à répéter qu'aucun poisson vivant n'a été blessé lors du tournage. Ils ont juste été mis en pièces. Le poisson dans un tonneau. Dans 3, 2, 1. Alors? Recommence! Encore! Encore? Oui! Vous avez dit encore? Et vous, vous en voulez encore? Tout le monde en veut encore. D'accord, c'est parti. Ce genre de tonneau en bois est très résistant. Mais il n'a pas été conçu pour subir un tel assaut. J'enclenche la sécurité. Bien joué. Allons voir si le poisson a été touché. Nos médecins légistes vont confirmer la cause du décès. Quel carnage! Il n'a plus de tête. C'est dégoûtant. Tu dirais que c'était facile? Oui. Presque autant que tirer sur un poisson dans un tonneau. Je crois qu'on en a terminé. N'oubliez pas que ce mythe était délicieusement vague. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était d'un poisson de n'importe quelle espèce dans n'importe quel tonneau. Le résultat est édifiant. Mythe confirmé. Oui, avec l'arme et le tonneau adéquat, il n'y a rien de plus facile que de tirer sur un poisson dans un tonneau. On peut rentrer. Mythe confirmé. Adaptation de Frédéric Gruth, avec les voix de Pauline Larieux, Philippe Hubert, Benoît Révillon, Pierre Alam et Luc Terrier.